Bonjour. On va parler, Audrey, Constant et moi, de la complexité et de la transdisciplinarité par rapport à cette complexité. Parce qu'on peut se demander effectivement pourquoi on parle de la transdisciplinarité dans un colloque qui est réservé, une journée pour les troubles complexes du langage. Et en fait, c'est parce que la transdisciplinarité, elle a vraiment partie liée avec cette tension que Jeanne Cousin expliquait bien, entre, d'un côté, la nécessité d'avoir une vision globale de la personne, d'en parler comme une entité, enfin de parler, pas de la personne, mais de ses difficultés, de les regrouper sous forme d'entité, et d'un autre côté, la complexité à la fois des diagnostics, des déficiences, des compétences aussi, des facteurs environnementaux, des services, de tout. Donc, il nous faut des concepts pour aborder cette complexité et surtout cette tension entre nécessité de vision globale et complexité. Il nous faut des concepts qui tiennent la route. Et ces concepts ont été... En fait, c'est surtout le concept d'interdisciplinarité et le concept de transdisciplinarité, dont on parle de plus en plus, qui ont été développés dernièrement, ces dernières années, dans de nombreuses disciplines, et pas seulement dans le champ médico-social. Ce sont des notions qui sont abordées dans les études concernant la géographie, l'histoire, l'économie surtout d'ailleurs. Bref. Et parce qu'il y a une telle inflation des connaissances qu'on a besoin d'un cadre théorique pour pouvoir aborder ces connaissances de façon sereine. Le champ du médico-social n'échappe pas à cela, et particulièrement les personnes qui sont atteintes de troubles complexes du langage. Alors, je viens d'utiliser plusieurs gros mots. On va essayer de les définir. Alors, la pluridisciplinarité, bon, ça, tout le monde connaît. C'est ce qui est à l'œuvre dans la plupart des établissements. L'interdisciplinarité, je vais les définir après. Et donc, la transdisciplinarité qui est l'objet de cette communication. La pluridisciplinarité, elle a été définie. Les définitions qu'on vous propose, ce sont les définitions qu'on a trouvées chez un géographe. Je vous disais que ça concerne plein de disciplines. Et finalement, c'est un géographe qui s'appelle Lionel Dupuy qui a beaucoup écrit sur ces notions-là. Et on a trouvé qu'elle reflétait bien aussi notre situation. Donc la pluridisciplinarité, on peut la définir comme l'étude d'un objet. Lionel Dupuy l'a définie comme l'étude d'un objet à partir de plusieurs disciplines représentées par plusieurs professionnels différents. On pourrait graphiquement le schématiser de cette façon-là. C'est-à-dire que, encore Lionel Dupuy, je le cite, il dit c'est souvent le principe du plan à tiroir, une technique qui consiste à envisager un objet d'étude, quel qu'il soit, uniquement par la juxtaposition, la superposition de points de vue éloignés les uns des autres. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouvait, on le retrouve de moins en moins, qu'on retrouvait beaucoup dans les établissements lorsqu'on parlait d'une personne, cette juxtaposition sans dégager de lien, de liant qui aide, c'est seulement ce liant qui va aider à la compréhension de l'objet d'étude. Donc on l'a beaucoup vu dans les établissements, comme le dit Elisabeth, au décours de l'histoire de l'accompagnement médico-social français. On a vu une augmentation de la pluridisciplinarité progressive. Donc ces dernières années, le nombre de spécialités au sein des établissements a largement augmenté.
mais ne s'est pas toujours accompagnée d'une connaissance mutuelle et d'une compréhension mutuelle entre professionnels. Donc on a, comme dit Elisabeth, de moins en moins, mais il y a eu beaucoup de situations où on a pu voir des réunions de synthèse où chacun apporte son regard expert sur la situation, sans s'autoriser à rebondir, à critiquer, interpréter ou à questionner le discours de l'autre ou ses observations. Donc chacun expose son point de vue et on retrouve une compilation de ces points de vue dans les dossiers des jeunes qui nous sont adressés parfois. Autrement dit, on peut dire que chacun va avoir sa lunette professionnelle et va regarder avec des filtres de couleur les situations d'enfants. Par exemple, l'augmentation du polygone de substantiation va être très claire et va sauter aux yeux de la psychomotricienne ou du médecin de rééducation fonctionnelle. Par contre, va être un petit peu obscur pour les autres professionnels. La dissociation automatico-volontaire fera partie du vocabulaire du neuropsychologue. Par contre, ce sera une langue étrangère pour l'assistante sociale. Le trouble phonologico-syntaxique pourra être prégnant pour l'orthophoniste et le pédagogue et beaucoup moins pour d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer, qu'on peut encore aujourd'hui observer dans certains établissements, que vous vivez, vous, peut-être, parfois, mais qui, heureusement, tend à diminuer au fur et à mesure dans nos pratiques. Tendons de plus en plus vers une conception interdisciplinaire. Donc l'interdisciplinarité, je voulais juste, avant de parler de cette définition, rajouter juste un petit point, c'est que le problème de la pluridisciplinarité, si on s'en tient à la pluridisciplinarité, le gros problème, c'est que l'objet d'étude en ressort appauvri. C'est que, au final, on va prendre quelque chose, on va considérer l'objet d'étude, en l'occurrence une personne atteinte de handicap complexe, on va considérer une partie du handicap parce qu'on n'a pas intégré, justement ce terme d'intégration qu'a employé Madame Steinbach, il est très important là, on n'a pas intégré toutes les facettes. Et donc elles sont juste juxtaposées et donc l'objet d'étude finalement ressort très amputé de cette pluridisciplinarité si on s'en tient là. Mais on ne s'en tient pas là. Et il y a l'interdisciplinarité qui est de plus en plus fréquente. Et heureusement, on voit ça maintenant beaucoup dans les dossiers qui nous parviennent, dans les équipes. Donc l'interdisciplinarité, c'est quoi? C'est toujours Lionel Dupuy qui parle. L'interdisciplinarité croise les démarches scientifiques de chaque discipline en vue d'étudier le même objet. On pourrait le schématiser de cette façon-là. Donc, il dit encore, Lionel Dupuy, que cette interdisciplinarité, elle suppose le croisement des observations, des résultats obtenus, et c'est en vue de l'enrichissement des informations collectées, et par conséquent d'une compréhension plus complète et voire même une compréhension, il dit, systémique de l'objet étudié. En l'occurrence, donc, de la personne en situation de handicap. Donc du coup, cette conception systémique consiste à croiser les regards entre disciplines, croiser les observations, ce qui amène du coup les professionnels à se dire « je ne vois pas les mêmes choses, je ne vois pas de la même manière que toi ». Alors, quand on rencontre des équipes dans les établissements, on leur dit souvent que lorsque vous n'êtes pas d'accord, c'est là que ça devient intéressant. Alors, pourquoi? Parce que ces désaccords apparents, en fait, reflètent la complexité de la situation de handicap de la personne. Et de discuter ces désaccords permet d'éclairer la situation de la personne. En classe, en orthophonie, à la maison, en cours de récréation, en sortie, au self, en psychomotricité, etc., l'enfant n'est pas le même. Ce qui reflète sa capacité d'adaptation et de modulation de son comportement en fonction des contextes. Et ces contextes eux-mêmes peuvent être porteurs ou peuvent entraver l'expression des compétences des personnes. Donc, il nous revient à nous, professionnels du centre de ressources, mais avec vous aussi, les professionnels de terrain, de faire croiser nos regards pour mieux comprendre et favoriser ces contextes positifs. La profession centrale à nos yeux, en fait, dans cette interdisciplinarité, est celle des parents.
Parce que l'objectif est bien, ensemble, de lever la complexité, donc de croiser les regards. Et les familles doivent et peuvent participer de manière active à cette interdisciplinarité. Elles apportent des regards et une observation fine de leurs enfants dans des contextes auxquels nous n'avons pas accès et nous permettent d'enrichir justement nos observations dans les espaces où nous rencontrons les personnes. Donc, cette démarche-là, cette tendance à aller vers cette interdisciplinarité, pour moi, est très riche parce qu'elle permet à chacun d'apprendre un petit peu du métier de l'autre. Et ça prend du temps. Il faut se laisser le temps des rencontres, le temps des espaces d'observation conjointe. Et c'est grâce à cette dynamique-là interdisciplinaire, et on pense vraiment que c'est un terreau, c'est le terreau dans lequel va prendre racine toute cette dynamique transdisciplinaire. Donc Elisabeth va vous expliquer un peu les définitions comme l'a conçu aussi Lionel Dupuy. Donc, donc à partir de l'interdisciplinarité, naît, comme vient de le dire Audrey, se développe la transdisciplinarité. La transdisciplinarité, c'est encore une marche plus loin, ou plus haut que l'interdisciplinarité. Elle suppose l'acquisition des savoirs, des postures de l'autre. Et donc, évidemment, c'est comme un idéal. Voilà. Et chacun doit être porteur d'une partie de la transdisciplinarité, mais pas toute la transdisciplinarité. On ne peut pas être tout à la fois. Personne n'est Shiva dans les établissements. Mais cependant, la transdisciplinarité, on en est convaincu pour notre part, c'est une chose vers laquelle on doit tendre, y compris dans les équipes et dans les établissements, sans pour autant se dire qu'on va être tous des super transdisciplinaires. C'est pas ça. Voilà. Mais il faut tendre vers ça. Mais déjà, si dans une équipe on vit avec conviction, j'allais dire, l'interdisciplinarité, c'est déjà une chose qui est très porteuse, qui est très bien, quoi. Donc Lionel Dupuy, pour lui, la transdisciplinarité s'appuie sur la volonté de traverser toutes les approches, tous les résultats, tous les points de vue, dans la perspective de dégager des éléments transversaux à toutes les disciplines. Donc, on va dire qu'il s'agit plutôt d'une philosophie, d'une posture, d'une forme d'attitude que nous nous devons d'avoir en ce qui nous concerne dans le médico-social. C'est une forme d'attitude que nous devons d'avoir, comme disait Audrey, lorsqu'il s'agit de démêler les fils d'un objet complexe. C'est d'abord, avant d'être une forme d'organisation, la transdisciplinarité, c'est donc une élaboration théorique qui est rendue nécessaire, absolument nécessaire, par la complexité des objets que nous étudions, et donc par la complexité des personnes en situation de handicap rare et par la complexité des personnes atteintes de troubles complexes du langage. Alors l'idée de transdisciplinarité au centre de ressources, oui, ça c'est la schématisation de l'idée du concept de transdisciplinarité. Voilà, c'est joli, vous avez vu. Donc l'idée de transdisciplinarité, elle est depuis l'origine au cœur de l'action du centre de ressources. Elle est quasiment rendue, pour nous, professionnels du centre de ressources, elle est quasiment rendue obligatoire par la complexité des dossiers, des situations qui nous sont adressées. Et comme Jeanne Cousin a insisté là-dessus, comme nous insisterons tout au long de la journée, l'idée, la nécessité de proposer à des familles qui sont souvent en errance diagnostique, voilà, qui ont des avis différents, venus de services différents, de professionnels différents,
la nécessité de proposer, autant que faire se peut, une vision globale de la situation de handicap de la personne. Et c'est cette nécessité-là qui est guidée par les familles. Je veux dire, c'est au centre de la transdisciplinarité et de ce concept, il y a vraiment la famille et la personne en situation de handicap. Et c'est cette nécessité de proposer vraiment une vision globale de la situation qui est de tendre vers cette vision globale. Souvent, on n'y arrive pas. Hein. Je ne dis pas qu'au centre de ressources, on va d'un coup de baguette magique, tout d'un coup, proposer une vision globale, une entité, comme disait Jeanne, à partir d'un tas de fils compliqués. Mais c'est absolument nécessaire d'avoir toujours ça en tête. Alors, je voulais juste... Voilà, la famille est vraiment au cœur de cette approche, de cette vision globale. Et vous avez nous, dans les dossiers qu'on reçoit, on a des observations et des points de vue différents. Alors les observations, comme on l'a dit, de la psychomotricienne, de l'orthophoniste, de la neuropsychologue, du médecin, etc. On a des diagnostics différents. Jeanne en a parlé. Autisme, multidys. Il s'agit de multidys, déficience intellectuelle. Souvent, on a les trois ou les deux. Dans les dossiers, on voit des enfants. Moi, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. J'ai étudié un dossier où il y avait à la fois multidys, un diagnostic de multidys, un diagnostic d'autisme qui n'avait pas été réalisé par les mêmes services. Donc, on reçoit tout ça, des choses comme ça, parcellaires, des points de vue, des bilans de professionnels, si l'enfant est dans une équipe pluridisciplinaire, des bilans de professionnels qui sont dans les dossiers, mais qui ont pas ou peu de liens, dont le lien, ils ont des liens entre eux, si, mais le lien entre ces dossiers n'est pas fait, à charge à nous de le réaliser. Et donc de faire toute cette synthèse entre les services, les diagnostics différents, les points de vue différents des professionnels et de les rassembler pour proposer cette vision globale de la situation de l'enfant, à la fois dans son, je veux dire, du point de vue du handicap, du point de vue de son profil de handicap et du point de vue du handicap dans l'environnement. Parce qu'il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est que vision globale, depuis le début de cet exposé, on vous parle de vision globale. La vision globale, ça ne veut pas dire une vision floue. Et la vision, elle doit être à la fois globale et précise, c'est-à-dire modulaire. Et c'est justement si on n'a qu'une vision modulaire, on reste avec des tas de modules. Voilà. Il a des troubles moteurs, il a du bilinguisme dans la famille, il a un trouble du langage, on juxtapose les choses, on reste dans la pluridisciplinarité. Ce qu'il faut, c'est faire tendre cette vision modulaire qu'il faut avoir. Il faut approfondir chaque module. Mais il faut absolument lier tout ça de façon à proposer une vision globale. Et c'est justement ça qui est difficile. Et il faut, parce qu'on parle, j'insiste là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de globalité, de vision globale, etc., y compris dans d'autres domaines. Mais bon, si on s'en tient à la globalité, avoir une vision globale de la situation, ça ne veut rien dire, quoi. C'est-à-dire que c'est juste un mot valise qui va permettre, qui est bien commode, mais qui ne donne aucune définition floue de l'objet dont on parle, aucune définition précise de l'objet dont on parle.
en termes généraux. Voilà. Donc, dans cette vision à la fois modulaire et globale, les informations apportées par la famille, voire par la personne elle-même, sont au cœur de cette approche. Alors, pour porter cette vision globale, il nous faut un modèle théorique. Parce que justement, si on veut intégrer les modules, c'est tous ces modules dont je vous parle, bon, qui peuvent être très divers et variés, hein, qui concernent à la fois l'environnement, à la fois le handicap de la personne, son profil de handicap, ses compétences, ses difficultés. Si on veut intégrer ça dans une vision globale, il faut absolument un modèle théorique. Et ce modèle théorique, pour nous, est clairement, au centre de ressources, c'est clairement, il est clairement ancré, je dirais, c'est pas vraiment ce modèle-là, mais il est ancré dans la neuropsychologie clinique. Et c'est à partir de là, à partir de ce noyau, c'est pas vraiment un noyau, de ce support, de cette base, qu'on va penser la transdisciplinarité au centre de ressources. Et je voudrais rajouter juste que cette transdisciplinarité, elle est obligatoire pour nous aussi, c'est pas simplement à cause de tout ce que je viens de vous dire, complexité, vision globale, etc. Elle est aussi primordiale parce qu'on ne se déplace pas à 10 sur les équipes. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en équipe pluridisciplinaire voir un enfant. Donc, il faut que chacun soit porteur, chacun dans l'équipe soit porteur de cette transdisciplinarité, au moins d'une partie de la transdisciplinarité. Il faut que l'orthophoniste puisse donner des conseils sur la posture, sur le contrôle postural, sur le tonus, il faut que la psychomotricienne elle puisse donner des conseils sur le langage, sur la démarche de communication, dont on parlera cet après-midi. Voilà. Et que tout ça, ça s'entrecroise. Donc, cette posture, vraiment, pour nous, centre de ressources, on la porte, je dirais, avec conviction. Et voilà, c'est le garant de notre travail. D'accord, ok. Donc, comme Elisabeth vient de le dire, cette posture, on la porte au centre. On essaye, tant que faire se peut, de s'approprier justement ces notions de transdisciplinarité. Ça prend du temps. Ça prend du temps aussi aux équipes. C'est avant tout une démarche. On parle beaucoup de démarche au centre Robert Laplane. C'est-à-dire à la fois une posture et cette temporalité nécessaire aux équipes, mais également, et c'est là où on va un petit peu ouvrir notre propos par rapport aux réponses territoriales et aux enjeux donc, de ce diagnostic fonctionnel transdisciplinaire dans un territoire. Donc, afin d'amener une équipe et un réseau vers une voie transdisciplinaire, on reste persuadé qu'à la fois, il faut un modèle théorique sur lequel on s'appuie pour pouvoir élaborer une vision globale et modulaire des situations de handicap et des parcours de vie. Mais également, ça doit s'appuyer sur une volonté institutionnelle et territoriale. Parce qu'une approche transdisciplinaire, concrètement, ça demande une réflexion portée par des directions, par des chefs de service, pour favoriser son développement. On a parlé de terreau tout à l'heure, mais je pense vraiment qu'il faut un petit peu cultiver son jardin, voilà, pour avoir cette vision transdisciplinaire au sein d'un territoire ou même d'un établissement. Ça veut dire concrètement aussi mettre à disposition des formations continues, qu'elles soient verticales ou transversales. Autrement dit, c'est aussi d'organiser les espaces-temps des professionnels et des familles pour favoriser les rencontres. Donc, par exemple, un professeur va pouvoir avoir le temps de croiser ses regards avec la psychomotricienne qui va venir dans sa classe, qui va lui permettre de donner des conseils sur sa pédagogie. Ça va être l'orthoptiste qui parle souvent son langage très technique pour nous, qui n'est pas toujours compréhensible, mais quand on s'approprie ça, ça peut vraiment aiguiller une prise en charge en orthophonie et permettre de réinterpréter les tests en orthophonie. On a aussi... ça permet aussi, par exemple, moi je parle pour ma pratique en tant que neuropsychologue, ça me permet aussi de pouvoir réorienter ma prise en charge d'un enfant grâce aux observations que mes collègues éducateurs spécialisés vont pouvoir me donner. Ça permettra aux médecins, par exemple, d'ajuster aussi ses observations et ses préconisations en fonction des commentaires donnés lors d'une sortie scolaire.
Donc la famille peut elle aussi évidemment participer à cette réflexion diagnostique fonctionnelle, mais il faut aussi lui laisser cette place-là. Donc en lui permettant à la fois de comprendre pourquoi on récolte toutes ces informations-là, et en même temps d'avoir un espace de parole pour pouvoir le diffuser au sein d'une équipe. Donc tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps de la rencontre, mais s'ancre dans une conviction vraiment d'avoir cette volonté de tendre vers cette démarche transdisciplinaire. Donc la dynamique institutionnelle est primordiale, il faut l'encourager, parce que les parents décrivent souvent les situations comme... Le cheminement des parents est souvent très difficile. Ils décrivent souvent leur parcours comme un parcours du combattant. Qui est trop souvent, malheureusement, le reflet d'une pluridisciplinarité appliquée au niveau institutionnel et territorial. On note souvent, quand les demandes arrivent au centre Robert Laplane, on voit souvent qu'il manque, pas partout évidemment, et à différents degrés, une coordination territoriale autour des acteurs de terrain, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient médico-sociaux. Et cette absence de coordination est source de surhandicap et de nomadisme diagnostique pour les familles. Je reviens. Ouais. Donc ces parents restent sans réponse, voilà, avec un enfant qui n'entre dans aucune case. Donc c'est pour ça, avec les centres de ressources nationaux, les 4 centres de ressources et le dispositif intégré qu'on vous a décrit tout à l'heure, nous essayons avec un partenariat étroit avec les équipes relais de faire monter en compétences ces territoires pour favoriser justement l'accès aux réponses institutionnelles et territoriales adaptées pour les personnes en situation d'handicap rare et notamment en présentant des troubles complexes de langage. Voilà, tout un programme, donc tous ensemble. Juste pour conclure, je pense que ces notions d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité vont diffuser dans les présentations qui vont vous être proposées dans la seconde partie de la matinée et dans l'après-midi.